Bonsoir, la guerre d'Ukraine change d'époque. Ce soir, semble-t-il avoir les images que nous continuons de recevoir. On va voir certaines d'entre elles. C'est une marche triomphale ukrainienne sur une portion du territoire que la Russie de Vladimir Poutine revendiquait comme russe avant-hier encore. Partout, des soldats ukrainiens se montrent. En particulier, on le voit ici à Liman, la ville reprise, en train d'afficher les couleurs ukrainiennes à la place des couleurs russes. Les forces russes ont dû refluer. Nous recevons le père Patrick Desbois. Bonsoir mon père. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Yad Idunum. Vos équipes en ce moment sont en Ukraine. Elles travaillent sur la situation de l'Ukraine, en particulier sur les crimes de guerre. On va en parler, mais un mot sur les témoignages que vous recevez de leur part sur ce qui est en train de se passer là, à Liman, dans cette portion de territoire. Là, j'ai eu quelqu'un pendant 20 minutes sur Zaporozhye ce matin, et il me disait deux choses. La ville est infiniment triste. Il m'a dit d'abord parce qu'elle est vide, plein de gens sont partis. Il me dit il n'y a que la jeunesse qui essaie de susciter quelque chose. Et il dit les gens âgés, en plus, ils ne comprennent rien à ces différences. Donc, ils essaient sans cesse de passer des territoires occupés, ce qu'ils appellent les territoires occupés, à leur maison. Vous allez nous parler dans un instant de ce qui ressemble de plus en plus à un crime de guerre caractérisé. Les Ukrainiens qui cherchent à fuir peuvent être visés. Il y a une grande peur de ce point de vue-là. Ah oui, il a dit qu'il est entré, mon collègue de Yarad est entré dans un groupe de dialogue de 6000 personnes. Il a pu dialoguer, il y a 400, les gens ne veulent pas parler. Ils ont dit, vu ce qui vient de se passer, on est terrorisés puisqu'il tire sur les gens qui veulent rentrer en Ukraine. On va revenir à ça dans le détail, mais d'abord, si on reste à la situation de l'offensive, de la contre-offensive, de la mobilisation, il y a ces images de victoire ukrainienne et il y a ces images sidérantes de mobilisation tellement chaotique en Russie, d'unités qui viennent souvent de l'extrême Est, pauvreté, alcoolisme, désordre, bagarre, les recrutements qui tournent à l'aigre. Dans les témoignages que vous avez recueillis, qu'est-ce qu'on vous dit là aussi sur ce type de soldats très peu formés, très jeunes, très frustes, qui viennent de ces territoires lointains? Les gens parlent de gens tout simples qui ne comprennent même pas où on les a envoyés et qui tout d'un coup cassent une porte pour voler tout ce qu'il y a dans l'appartement ou bien vont violenter une femme. Ils ont effectivement affaire, je dirais, à des brutes jeunes et qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Donc je pense qu'il y a un décalage énorme entre les grands propos de M. Poutine, avec une guerre idéologique parfaite, des militaires parfaits, etc. Puis sur le terrain, il y a des pauvres gars qu'on a pris au Daghestan et qui se retrouvent à la frontière de l'Ukraine. L'expression terrible de chair à canon, là, elle prend tout son sens. Oui, elle prend tout son sens parce que ces gens-là, d'abord, ne sont pas formés. Deuxièmement, le matériel qu'on leur donne, il faut souvent qu'ils l'achètent. Ils n'ont même pas les... Il paraît qu'on leur vend maintenant des fausses ceintures de protection. Donc, ils sont, je dirais, jetés, oui, comme la chair à canon, comme ça a été dans la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a un lien très direct entre les deux sujets, c'est-à-dire que leur absence de formation, le fait qu'ils sont très mal encadrés, fait d'eux, hélas, souvent des criminels en puissance? On l'a vu à Boutcha. Effectivement, c'était des gens très jeunes qui passaient là, qui attendaient. On a eu des témoignages de viols aussi. C'était des gens très jeunes qui s'ennuyaient et qui finalement commettaient des viols. Et il me semble que les fusillades qui ont eu lieu récemment dans la région sont aussi du même carabi. On voit les corps des gens dans les voitures. Donc, et puis, on nous a dit ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait, alors ils ont mis le feu aux voitures. On reçoit beaucoup d'images d'alcoolisme et depuis plusieurs jours, on souligne à quel point ça n'est pas du tout un fait marginal dans les témoignages de Mariupol en particulier. Beaucoup disent à quel point, en début de journée, il y avait moins d'exactions parce qu'ils étaient relativement sobres, mais les heures passant, l'alcool aussi causait une aggravation. Il y a aussi le fait qu'ils dévalisent souvent tous les magasins. Donc, ils prennent tout ce qu'il y a, alcool ou cigarettes, etc. Donc, ces gens, je dirais, il faut comprendre aussi qu'ils viennent de petits villages très loin et que tout d'un coup, ils sont dans un endroit où ils peuvent fracturer n'importe quelle maison. Oui, ils découvrent la richesse, entre guillemets, occidentale. On se rappelle ces témoignages de jeunes soldats à Boutcha, par exemple. Boutcha, qui est relativement prospère, on dit que ça ressemble un peu au Neuilly français. Neuilly de Ils Kiev. disaient, c'est tellement luxueux. Oui, je pense aussi qu'on les amène dans une autre société, une société quand même qui a essayé d'être démocratique, avec une liberté de parole, avec des gens qui leur parlent en plus parce qu'ils parlent la même langue. Donc, tout d'un coup, ils sont munis de la capacité de commettre toute violence. Donc, on a affaire à des jeunes qui sont poussés au crime, je dirais. Il faut dire à quel point vous faites autorité sur ces sujets avec votre organisation. On va revenir à ça dans un instant. Vous avez travaillé sur la Shoah dans les années 40 et souvent dans ce même territoire de l'Ukraine. Et il y a une forme de continuité qui vous a amené à travailler maintenant sur les crimes d'aujourd'hui. Zaporizhzhia,
c'est un cas d'école. Ces dernières heures, ce qui s'est passé là, vous avez dit, vous avez travaillé avec ce groupe où des milliers de personnes pouvaient témoigner. Qu'est-ce que vous avez recueilli précisément? Bah, disons que depuis 20 ans, on parcourt toutes les villes et tous les villages d'Ukraine, mais aussi de Russie et de Biélorussie, il faut le dire, parce que la Shoah s'est passée de la même façon. Et on interviewe des gens qui étaient présents aux fusillades, des petites gens. Mm. Et aujourd'hui, je dirais, c'était très troublant pour mon équipe parce qu'on revient dans les mêmes villages, interrogés sur des crimes commis aujourd'hui et tout à fait par d'autres personnes, mais de la même façon. Il n'y a pas tellement de façons de tuer des gens. Et là, précisément, à Zaporijjia, quels sont... Alors, vous nous avez amené le document, même, vous travaillez jusqu'à... Nommément, il y a la liste de chacune des personnes qui étaient dans ces voitures. Oui, alors c'est un jeune qui travaille pour nous. Il a retrouvé dans les déclarations des familles et il a reconstitué la liste de tous les gens qui sont identifiés à l'heure actuelle. Il y a 13 victimes identifiées, 28 à l'hôpital, des gens de tous âges qu'on a tués dans leur voiture parce qu'ils attendaient. Il m'explique, quand tu voulais partir d'un côté ou de l'autre, il faut s'inscrire sur des listes et attendre indéfiniment dans des convois. Et c'est comme ça que ça s'est passé. La caractérisation du crime de guerre, on a entendu certaines contestations dans certains milieux, même en Europe de l'Ouest, qui dit on ne sait pas, etc. Est-ce que, par exemple, dans le cas de Boutcha, l'état des enquêtes confirme tous les soupçons qu'on avait? Oui, et il y a d'autres que Boutcha. Il n'y a pas que Boutcha. Boutcha, c'est évident parce que les corps étaient dehors et qu'on a vu que les gens étaient tués, je dirais, d'une balle dans la tête, ou bien les mains attachées, ou bien torturés. Mais il y a bien d'autres cas. On a interrogé depuis de nombreux cas de torture de la même façon. Je pense que les Russes, par contre, ont appris une chose, c'est ne pas laisser les corps dehors, parce que les caméras arrivent. Oui, brûler les corps. Il Oui, brûler. y a un travail de faire effacer les preuves. Ça se réfère exactement à ce qui s'est passé durant la Shoah. Quand Hitler a commencé à perdre la guerre, il a dit qu'il faut réouvrir toutes les fosses et brûler les corps. C'était l'opération 1005. Et aujourd'hui, moi, quand j'ai vu Boutcha, j'ai dit il n'y aura pas de Boutcha. Parce que Poutine va dire maintenant, cachez les corps, s'il vous plaît. Sur la chaîne de commandement, qu'est-ce qu'on sait? On parlait à l'instant de ces jeunes très peu formés, alcoolisés, incontrôlables. Alors, il y a visiblement une part sans doute incontrôlée, mais est-ce qu'il y a aussi une volonté de terreur organisée? Ah oui, il y a une volonté de terreur organisée parce que lorsque vous attaquez une colonne de civils et que vous laissez les corps à l'extérieur, là par exemple à, à Kupiansk, ils ont laissé les corps dans les voitures, donc toutes les caméras les voient. Donc ça, il n'y a pas pire terreur, je dirais, pour les gens. Oui, moi je pense qu'il y a une politique de la terreur, mais bon, M. Poutine, je dirais, a une longue tradition. Il a déjà fait Grozny, il a déjà fait Alep, donc je dirais, il sait faire. La culture de l'extrême force, quand vous citez Alep, Grozny, vous témoignez aussi de ça. En Europe de l'Ouest, on ne se rend pas compte à quel point dans cette armée, mais aussi dans cette société, c'est très ancien. Je dirais, les gens se disaient Alep, c'est loin. Et vous vous souvenez, on voyait les Russes entrer, mais après, on n'a plus de nouvelles parce que tout journaliste qui se risque à dire quelque chose, il ne sort pas vivant. Grozny, on en a des nouvelles quand même. Donc, et puis tout d'un coup, c'est l'Europe. La continuité de vos engagements, c'était les années 40 et c'est très intéressant de voir à quel point cet engagement vous a amené à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a cette image terrifiante, c'est sans doute une des plus poignantes de la Shoah, c'est l'image en Ukraine justement, qui témoigne pour l'histoire de... Oui, c'est à Ivangorod, c'est un endroit où des SS ont fusillé massivement des Juifs. Et le pire pour moi, c'est que c'est une photo souvenir. C'est une photo qui a été interceptée par les services secrets polonais à la période. Et le brave tireur qui est là, sans doute, il voulait un souvenir. Donc il a dû dire à un copain qui avait un Leica, fais-moi un souvenir. Donc je dirais, bien sûr qu'il y a une similarité. Bien sûr que c'était aussi des petits Allemands dont la plupart n'ont jamais été jugés parce qu'il y aurait eu trop de monde à juger. Donc je dirais, quand vous autorisez le crime, les gens deviennent criminels. Hitler n'a jamais manqué de travailleurs pour tuer les gens. Et je crois que Poutine ne manquera pas non plus de travailleurs. Il essaie d'en ramasser le maximum. Il y a dans cette image tout, parce que c'est évidemment une femme qui essaie de protéger son enfant, c'est la mère. Pour vous qui êtes prêtre, comment on rappelle à quel point en Europe, on dit l'Europe civilisée, c'est en Europe que Auschwitz, le goulag ont eu lieu, que le sommet des horreurs, que le compteur des morts s'est affolé à ce On a point. filmé 8000 personnes. Et j'oublierai jamais, c'était un village où il restait qu'une maman, Anna, et le fils Yitzhak. Et ils ont oublié de les tuer. Donc ils demandent à un Allemand de venir, et la maman suppliait qu'on la tue pas. Il la tue d'une balle dans la tête dans un champ de tournesol. Et le petit Yitzhak se met à courir en zigzag en criant « Maman, maman !» Et à la 5e fois, il le tue.
et les brûle avec des tournesols. On était dans un petit village en Ukraine. Les Allemands qui étaient civilisés, qui étaient de culture chrétienne, protestante ou catholique la plupart, ont commis cela en plein jour. La plupart sont revenus chez eux sans être jugés jusqu'à maintenant. Donc je dirais, on a malheureusement un passé européen très lourd et je dirais, Poutine connaît très bien l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? C'est un sujet qui revient régulièrement dans les commentaires et dans les débats les plus controversés, les plus polémiques, d'une certaine tradition d'extrême droite en Ukraine. Notamment, on l'a dit dans le bataillon Azov. Et on a vu qu'il y avait quelques militants d'extrême droite. Est-ce que c'est extrêmement minime? Est-ce que c'est plus? Cette tradition existe, on ne peut pas le nier. Pour moi, elle est absolument minoritaire. On l'a vu aux dernières élections. Et quand même, nous, on a passé 20 ans à interroger des gens dans tous les villages. On a été confrontés parfois avec des militants d'extrême droite, mais je dirais on a plutôt été bien accueillis, puisqu'on a pu filmer 8000 personnes. Vous avez ce regard historique et vous avez le regard simultanément de l'actualité la plus immédiate de ce qui se passe là-bas. Quel est votre regard sur Vladimir Poutine, ces déclarations qu'il a tenues avant-hier au Kremlin, d'un nationalisme tellement décidé, extrémiste? Certains sur ces plateaux disaient même fasciste. Comment est-ce que vous comprenez cette guerre qui n'est plus seulement territoriale, mais qui est idéologique? C'est-à-dire, c'est un peu comme Hitler. C'est-à-dire, au début, Hitler voulait conquérir un morceau, etc. Puis tout d'un coup, il s'est dévoilé, je dirais, un leader qui aurait pu être mondial s'il n'était pas mort. Et Poutine, le problème, c'est qu'au début, on disait il veut chasser les nazis. Alors les gens disaient il y a des nazis en Ukraine. Mais les gens oublient qu'il y a eu Grozny, qu'il y a eu Alep, qu'il y a eu la Crimée. Et donc, je dirais, Poutine se révèle, je dirais, comme un dictateur des temps modernes, extrêmement dangereux. Quand je l'entends, moi, je crois être revenu en 45-46 à l'Union soviétique. Comment est-ce que vous comprenez cette idéologie? Ce sont des gens, c'est un ancien lieutenant-colonel du KGB. En principe, il servait un régime communiste, même s'il le dit lui-même. Déjà, quand le mur de Berlin est tombé, c'est plus vraiment un sujet qui l'intéressait, c'était la puissance de la Russie. Mais comment est-ce que vous comprenez cette transmutation, quand même, d'un régime communiste à ça, qui est, on dit néo-fasciste, enfin, chacun dira ce qu'il veut, mais en tout cas, très nationaliste, ultranationaliste, conservateur, réactionnaire? Pour moi, c'est très triste parce que ça veut dire qu'une partie de son peuple y croit et qu'aujourd'hui, on pensait qu'après le XXe siècle, c'était fini, quoi. On avait eu Staline, on avait eu Hitler, c'était fini. Et puis tout d'un coup, on a Poutine qui est à côté, puis qui parle peut-être d'instruments atomiques. Donc, je dirais c'est très triste de voir que la propagande peut aujourd'hui, je dirais, entraîner une guerre qui peut avoir des incidences mondiales, on le voit bien. La continuité des régimes. On entend ici l'hymne qui est l'hymne russe, mais qui était l'hymne soviétique, celle non pas de l'époque de Lénine, mais de l'époque de Staline. C'est la mélodie de Staline. Regardez-le, le visage. Il l'a choisi lui-même. Regardez la mise en scène. On se croirait revenu au bon vieux temps où on attendait ce que les leaders soviétiques allaient dire, et on savait très bien qu'il y avait des conséquences. Moi, je dirais, cet homme, il rêve d'avoir sa statue au plus haut de l'histoire de la Russie. Il est en train d'essayer de réaliser son rêve personnel. Il a plus de 70 ans. La puissance du fait national, est-ce qu'on l'a sous-estimé? Dieu, famille, patrie. Il y a en ce moment en Italie Madame Meloni. Alors elle est très atlantiste sur les questions de défense, mais sur les questions religieuses, par exemple, elle est sûrement beaucoup plus à droite que beaucoup de prêtres aujourd'hui, certainement que vous, mais aussi la famille, mais aussi la patrie, le nationalisme sous ses formes les plus extrêmes. Mais je crois qu'on est quand même avec Poutine, on est quand même dans un autre monde. Poutine ne se voit pas avec une vision de la Russie, il se voit avec une vision de la planète. Quand il est arrivé à Alep, ce n'était pas la Russie, il défendait le bien contre le mal, il défend le christianisme, il défend les valeurs chrétiennes, il défend la famille. Tout ça est un prétexte, en fait, pour faire la guerre de la forme la plus violente. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on compare ce qui n'est pas comparable. Monsieur Poutine, il faut quand même qu'on se réveille. On n'a rien dit pour la Crimée, on n'a rien dit pour Grozny. On n'a rien dit pour Alep. Et tout d'un coup, maintenant, on pleure parce qu'on n'aura peut-être pas de chauffage. Bien sûr. Le pape François a évolué. On va l'entendre peut-être, le pape François qui avait des propos, disons, on pouvait dire, on l'a assimilé un peu au non-aligné. Il avait des propos, il a eu cette formule qui a beaucoup frappé. Il disait que l'OTAN avait aboyé à proximité de la Russie. Il a visiblement évolué. Là, il s'adresse vraiment précisément à Vladimir Poutine. Mon appel s'adresse tout d'abord au président de la Fédération de Russie. Je le supplie d'arrêter cette spirale de violence et de mort, également par amour pour son peuple. D'autre part, attristé par les immenses souffrances du peuple ukrainien suite à l'agression qu'il a subie,
J'adresse un appel au président de l'Ukraine pour qu'il soit ouvert à des propositions sérieuses de paix. Il y a eu une petite évolution, hein, c'est votre patron, vous avez un devoir de réserve, là, j'imagine, mais il y a une petite évolution visiblement. Ben, disons d'abord, il faut comprendre que le pape est d'Amérique latine. Donc moi, je connais bien, parce qu'on travaille au Guatemala, les gens parlent directement, très vivement, et ils peuvent réviser leur point de vue avec quelque chose de tout à fait rationnel. Je crois que le pape, cette fois-ci, il ne faut pas oublier qu'il y a des églises aussi en Ukraine qui se font détruire, qu'il y a l'église gréco-catholique, qu'il y a l'église catholique, qu'il y a l'église orthodoxe, et qu'on n'entend jamais que ces églises sont épargnées. Donc je pense qu'il a des échos de la gravité, et aussi le pape a le sens des pauvres, et quand on voit tous ces pauvres gens qui sont les premières victimes de Poutine sur le territoire ukrainien. Vous dites, alors il est argentin, est-ce que ça joue ça, cette vision du monde où c'est vrai que vu d'Argentine, et on va peut-être le voir au Brésil avec les élections ce soir, mais vu de Chine, vu d'Afrique, etc., cette guerre n'a pas le même sens. Ah, bien sûr, elle n'a pas le même sens. Elle n'a pas le même sens parce que, je dirais, nous, l'Europe, on sait ce que c'est que, je dirais, la guerre avec la Russie, avec le bloc qui était formé, avec Berlin coupé en deux. Quelqu'un qui est d'Argentine était confronté à d'autres choses. Il était confronté aussi au sauvetage des nazis, à la communauté juive qui est importante, à tous les débats qu'il y a eu. Je dirais que le pape, là, assume vraiment une belle responsabilité, mais c'est triste quand même qu'un pape soit obligé d'appeler un chef d'État d'un si grand État en disant « s'il vous plaît, arrêtez ». Mon père